Alors, je vais donner maintenant la parole au député de Saint-Henri Sainte-Anne. Merci beaucoup, M. le Président. OK, Madame la ministre, je voulais vous parler de dons d'organes parce que, puis de tissus, cette année, il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré Steve Lefebvre-Moras, puis avec sa conjointe Annick Roy, ils ont fait beaucoup le tour des médias parce que Annick avait besoin d'un foie là, de manière urgente. Ils ont des enfants, là, et là, la situation était devenue vraiment préoccupante. Les mois passaient, puis de temps en temps, bon, on lui disait « ça s'en vient », mais force est de constater que ça s'en venait pas tant que ça. Et fort heureusement, elle a eu sa nouvelle positive, là, les médias l'ont rapporté, mais disons qu'elle est passée juste de ne pas avoir cette greffe-là. Et les statistiques là, nous disent qu'il y a à peu près 1000 personnes en continu là, au Québec qui attendent une greffe. Puis malheureusement, il y en a plusieurs dizaines par année qui vont mourir trop vite, trop tôt, là, sans avoir pu bénéficier de cette greffe-là. C'est vraiment un enjeu où il faut sensibiliser le plus de monde possible. Il y avait eu une commission, ici, une commission transpartisane, où finalement, il y avait eu une décision avec un rapport à l'effet qu'on n'était pas prêt, comme société, au consentement présumé, mais qu'il fallait faire quand même des démarches pour y arriver. Là. Il y avait un consensus qu'on devait entamer une discussion sociale pour nous permettre d'arriver éventuellement vers ça. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été prises de la part de votre ministère pour avancer cette discussion et ce consensus social vers éventuellement là, une décision de consensus présumé? D'abord, je veux quand même dire que toutes les personnes qui sont en attente d'un don d'organes, c'est des situations au point de vue humain qui sont extrêmement importantes. Puis, de faire le don d'organes, c'est aussi un geste, une décision qui est profondément humaine, souvent de la part des proches, puis souvent dans des contextes de décès inattendus en plus. On a travaillé beaucoup avec Transplant Québec, qui est donc l'organisme qui fait un travail quand même remarquable au niveau du don d'organes. En 2025, c'est 491 personnes qui ont reçu une transplantation. Donc, et grâce, dans le fond, à 196 donneurs, parce qu'un donneur peut donner plus qu'un organe, ou même de leurs proches. On le voit, il y a des situations comme ça chaque année, notamment avec les greffes de rein, où un proche va décider de donner un rein à une proche personne. Alors, l'année passée, on a les mêmes chiffres, là, c'est près de 900 personnes qui étaient en attente de greffe. C'est vrai que c'est beaucoup. Puis c'est vrai que quand on est inscrit sur la liste d'attente pour une greffe, le temps devient un élément extrêmement important. Il y a malheureusement 33 personnes qui sont décédées en attendant un organe, donc au cours de la dernière année. Alors, il faut continuer d'améliorer nos programmes de don d'organes. Il faut miser sur une meilleure identification là, des donneurs potentiels, accompagner les familles. C'est tous des éléments qui étaient sortis de la commission. C'était une commission spéciale qui avait eu lieu. Donc, puis il faut améliorer donc la coordination clinique. Au Québec, les gens qui sont inscrits au programme de don d'organes sont extrêmement satisfaits des résultats, extrêmement satisfaits. Je pense qu'on a vraiment des bonnes pratiques, des bonnes équipes, mais il reste qu'il faut continuer d'améliorer cela. Alors, c'est important. Avec les 5 jours qui nous restent, on n'ira pas avec un projet de loi, mais la question est toujours pertinente. Santé Québec, par contre, Transplant Québec a quand même pris en considération les différents éléments pour rehausser là, la formation, l'accompagnement aux proches aidants. Fait que oui, il y a des choses qui sont faites, notamment avec le transport du don d'organes. On sait que maintenant, c'est la Sûreté du Québec. Il y a eu une entente là, qui a été faite avec la Sûreté du Québec pour le transport des organes, parce que c'est tout un processus, là aussi, donc qui est fait par les services policiers. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de choses de faites dans l'amélioration de tout ça. Monsieur le député, vous allez ajouter une prochaine question, s'il vous plaît. Mais c'est important ce que vous dites, puis moi, quand j'ai discuté avec Steve et Annick, puis je vous ai... on s'en est parlé préalablement, il n'y a pas de scoop là-dessus, je me suis moi-même posé la question. C'est des informations, c'est des décisions qui sont très personnelles.
Et moi, en fait, là, on sait la donnée statistique, là, c'est qu'il y a 27 % de la population québécoise qui n'a pas exprimé par écrit ses volontés. Donc, une personne sur 4 n'a pas signifié ses intentions de manière écrite. Et une des façons les plus simples de faire ça, c'est en signant notre carte RAMQ, notre carte de don d'organes. Puis moi, je m'étais rendu compte en même temps, et je l'ai sorti, là, que je l'avais même pas signé, ma nouvelle carte de don d'organes. Fait qu'en finissant ma rencontre avec Steve et Annick, on s'entend que c'est ça que j'ai fait de manière urgente. Et je voulais prendre, puis c'est ce que j'ai dit à Steve, un moment pour vous partager l'idée de faire la même chose. Puis si on pouvait prendre 30 secondes à ceux qui sont à l'aise de le faire, c'est une décision qui est personnelle, de vérifier si votre intention, c'est évidemment de l'avoir faite. Prenons ça en ce moment, 30 secondes. Là. Évidemment, si ça ne vous tente pas, puis il n'y a pas d'obligation, puis tout ça est personnel. Oui. Mais si aujourd'hui, on avait 2, 3, 4 signatures, 5 signatures de plus, je sais que Steve et Annick, pour eux, ça ferait une grosse différence. Et évidemment, tout ça est personnel. Si quelqu'un ne veut pas partager ça, il n'y a pas d'enjeu. Mais je pense que ce serait un geste positif qu'on pourrait faire envers cette famille. Bien, c'est vraiment intéressant, puis c'est important ce que vous dites. J'ai pas ma carte d'assurance maladie dans le sac qui est avec moi, par contre, mais de mémoire, je l'ai signée parce que j'ai toujours pris cette habitude. Mais mon directeur de cabinet, là, j'ai la preuve, il a signé. Je ne sais pas pour le sous-ministre, peut-être ça pourrait être un bon exemple. Regardez le sous-ministre a signé. OK. Alors, c'est une bonne idée que chacun puisse regarder puis peut-être faire ce geste-là si vous êtes convaincu de ça. Je pense que c'est important. Puis ça m'amène à penser que Santé Québec aussi, là, on pourrait transmettre l'information qu'on a eu cette discussion-là au cours des crédits. Puis c'est vraiment important, ça fait toute une différence. Puis d'en parler aux proches, hein? D'en parler à nos proches, on est sensibilisés nous-mêmes, parce que des fois, c'est juste un oubli quand on reçoit la carte, mais très important de le faire. Parfait. Merci. Qu'on se mette chacun, ceux qui veulent, ceux qui l'ont pas avec eux, là, mettez-vous un mémo de regarder ça là, quand vous aurez votre portefeuille avec vous, Madame la ministre. Tant mieux si on peut sauver, là, on souhaite de mal à personne, évidemment, là, mais si on peut sauver davantage de vies au Québec, faisons-le. Un autre dossier important, justement, en termes de prévention puis de sauver des vies, c'est le dépistage colorectal. Dossier important quand même, 7300 Québécois se verront diagnostiqués d'un cancer colorectal cette année. Et on sait qu'il y a 2500 d'entre eux qui vont en décéder. Et c'est des chiffres qui sont quand même assez accablants. Et les médias nous rapportent que le Québec est la seule province qui n'a pas de programme de dépistage organisé, formel. Pourtant, l'Assemblée nationale, il y a à peu près 3 ans, par motion unanime, là, s'en était engagée. Où est-ce qu'on est là, dans cette discussion-là de ne plus être là aussi une des seules provinces, en fait, la seule province canadienne sans programme de dépistage organisé? Oui. Alors, donc, écoutez, je pense que c'est quand même important de vous dire qu'on offre quand même des tests de recherche de sang dans les selles, donc de façon systématique, parce que là, on parle de colonoscopie pour le dépistage, mais il reste que actuellement, dans le fond, c'est les personnes qui présentent un risque plus élevé qui vont avoir, puis un historique familial, par exemple, c'est ces gens-là prioritaires là, qui donc passent des colonoscopies. Puis là aussi, il y a des ententes avec des services d'imagerie ou de radiologie là, dans les différents secteurs quand le public ne fournit pas. Alors, donc, c'est important de continuer. Dans les notes que j'ai ici, je suis quand même un petit peu surprise. Là, je vais avoir besoin qu'on me confirme le tout, mais que depuis 2024, nous avons annoncé un nouveau dépistage du cancer colorectal disponible en PSL une fois tous les 2 ans. Alors, peut-être que les médecins pourraient nous expliquer ce que c'est. Donc, sur le principe des personnes âgées entre 50 et 74 ans, les gens n'ont qu'à prendre un rendez-vous sur Clic Santé. C'est un dépistage là, qui se fait par groupe d'âge, alors qui est très important, puis qui donc permet pour les 50-74 ans d'aller de l'avant avec un dépistage là, sans avoir toutes les contraintes d'avoir un médecin, puis une prescription, puis etc. Alors, il y a aussi des autotests pour la recherche de sang occulte. Ça aussi, je crois que c'est à partir de 50 ans et c'est très important. Ce système-là fonctionne aussi très, très bien. Monsieur le député veut poser une question. Je vais la prendre, la précision, Mme la ministre, parce que moi, j'ai sous les yeux un article de la presse du 4 mars 2026, là, pas 24, pas 25, là, qui dit
2026, Québec demeure la seule province sans dépistage organisé. 3 organismes pressent le gouvernement du Québec de mettre en œuvre le programme de dépistage colorectal, la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes au Québec. Le Québec est la seule province canadienne sans programme. Donc, je suis preneur de la réponse médicale, là, mais la presse est catégorique. Là. Catherine Desautels, la presse canadienne, 4 mars 2026. Oui, il y a toujours de l'amélioration à faire dans nos programmes de dépistage. On l'a vu tantôt là, pour le cancer du sein, notamment, où on a diminué les groupes d'âge. C'est-à-dire qu'on a augmenté constamment dans les différents groupes d'âge pour du dépistage systématique. Mais il faut quand même pas, je ne vais pas laisser sous-entendre qu'on ne fait absolument rien au Québec, là. Il y a quand même la recherche de sang occulte. Puis je peux vous dire que les colonoscopies au Québec, il y en a beaucoup. Ça fait partie des examens diagnostiques là, qui sont assez utilisés. Je vais dire ça comme ça. Il faut continuer le dépistage, bien sûr. Peut-être que si du côté du docteur Bergeron, on peut avoir des précisions sur le programme là, de dépistage colorectal au Québec. Très rapide, docteur Bergeron. Oui, merci, M. le Président. Donc, bien que je vais prendre des informations de journaliste, j'ai des informations qui me sont différentes sur l'état des choses dans les autres provinces, mais ça m'importe, sans dire que ça m'importe peu, là, on va discuter de la situation du Québec. Effectivement, c'est un dépistage qu'on appelle opportuniste, dans le sens où vous ne recevez pas une lettre pour vous dire de vous faire dépister. On a des centaines de milliers de tests qui sont faits par année. Ce que l'on a fait dans la dernière année à peu près avec l'INES, c'est l'ajout de dépistage pour ceux qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Donc, dans des points de service locaux, avec un protocole médical national et des infirmières qui peuvent agir et faire le dépistage et faire le suivi du dépistage. Ce qu'on a vu, cependant, c'est une hausse importante, parce que quand le dépistage est positif, c'est-à-dire qu'il y a du sang dans les selles, ça ne veut pas dire que vous avez un cancer, ça veut dire que vous devez passer à l'étape 2, qui est la colonoscopie. Il y a eu une hausse, comme Madame la ministre le disait, il y a eu une hausse importante du nombre de colonoscopies dans les 12 derniers mois, et on en est très heureux. Je vous entends là, sur la différence entre systématique puis vous avez dit opportuniste. Là. C'est ça. Pour le cancer du sein, là, on a décidé de faire un systématique. On a décidé d'envoyer la lettre. Là, ici, c'est ça qui était l'engagement. Il y a une motion unanime de l'Assemblée nationale de passer à un programme de dépistage systématique. Ça fait plus partie des projets ou c'est quelque chose que vous remettez vers l'avenir ou si finalement vous adoptez l'approche opportuniste et non systématique? Y a-t-il une décision qui est prise? Monsieur le Président, donc pour être en mesure de passer d'un mode opportuniste à un mode systématique, on a besoin d'un système d'information qui soit là, donc des TI, et il faut l'étape qu'il y a à franchir, donc c'est une étape de technologie d'information, dossier d'affaires, financement et réalisation. Puis ça, c'est pas commencé. Monsieur le Président, je crois que l'étape du dossier d'affaires est réalisée du côté de Santé Québec. Le dossier d'affaires est fait et il est du côté de Santé Québec à ma connaissance. Je prendrai peut-être la confirmation, mais surtout la réponse de la ministre. Monsieur le Président, savoir est-ce qu'il y a toujours un engagement du côté de Madame la ministre d'adopter un programme systématique? Bien, écoutez, je pense que c'est vraiment important quand on regarde les conséquences du cancer colorectal, c'est de continuer à faire évoluer nos programmes de dépistage. On l'a fait pour le sein, il faut continuer de le faire pour le colorectal. Je vais lire attentivement cet article de la presse. Il faut faire attention quand on dit qu'au Québec, on ne fait rien. C'est pas tout à fait exact. Par contre, non, mais je ne dis pas que c'est vous, c'est l'interprétation que je fais de ce que j'ai entendu de la presse. On fait quand même des choses. Il faut continuer d'aller de l'avant. Alors, donc, on regardera avec Santé Québec où ils en sont par rapport à ça. Mais c'est important d'avoir un système d'information qui permet, là, si on va aller avec du systématique, vous avez vu, ça fonctionne avec le cancer du sein. C'est très important, puis ça pourrait être une option intéressante. Il faut avoir la capacité au niveau... Vous donnez les orientations. Ça fait toujours partie de vos orientations, de basculer au systématique. Bien, je pense qu'il faut regarder ça de façon très attentive. On est dans un contexte de vieillissement de la population, on l'a dit. Avec ça, bien, si on peut dépister les cancers plus rapidement, bien, ça sera juste mieux. Je veux juste faire la part des choses. C'est l'intention ou c'est ça la position? Parce que là, il y a une motion de 3 ans de l'Assemblée qui va vers ça. Vous avez engagé à le faire. C'est toujours ça la direction ou si finalement on change de position? Non, il n'y a pas un changement de position. C'est de regarder le dossier d'affaires. C'est plus de regarder ça puis de voir à quel moment on peut aller de l'avant.
Donc, le dossier d'affaires doit être élaboré, et ça, c'est du côté de Santé Québec. Puis, il faut avoir les ressources nécessaires aussi. Alors là, il y a une demande à faire, parce qu'il faut être capable de recevoir toutes ces nouvelles demandes dans nos centres de gastro-entérologie, là. Ça, c'est bien sûr. Fait qu'il y a tous ces éléments-là qu'il faut considérer. Et on va de l'avant pour mettre ce dossier comme un dossier prioritaire à être monté. Est-ce qu'on a une idée, ça va prendre encore 2, 3, 4, 5 ans? Bien, écoutez, approximativement. Je ne peux pas vous donner un horizon de temps. Je ne sais pas si Santé Québec veut répondre à ça, mais on n'a pas. Moi, j'ai pas d'horizon de temps. Ce que je vous dis, c'est que c'est préoccupant. Il faut le regarder. Fait. Un papier intéressant, en fait, préoccupant, Mme la ministre, aujourd'hui, sur les soins dentaires. Je pense que mon collègue Denis Ligan vous en parlait un petit peu plus tôt, mais sur un axe différent, là, ça se titre « Aller chez le dentiste au Québec, un luxe que beaucoup ne s'offrent plus ». Quand même préoccupant. Un article de TVA Nouvelles la semaine dernière sur la santé dentaire des Québécois et sur le fait que de plus en plus de personnes au Québec sont juste incapables de se payer la facture chez le dentiste et ils ont décidé qu'ils n'y vont plus. On parle d'un Québécois sur 3 qui n'a pas vu de dentiste depuis plus d'1 an, puis on sait que ça peut avoir des effets assez graves et particuliers pour des gens qui en ont véritablement besoin. On le sait, il y a le programme fédéral, mais malgré le programme fédéral qui couvre à 100% pour certaines personnes, TVA Nouvelles a sorti plusieurs témoignages de gens qui sortent de là avec des factures de plusieurs centaines, voire de plus de 1 000 $, au point tel où il y a des Québécois qui y vont plus chez le dentiste. Et nous, on sait que la science est assez claire à l'effet qu'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, mais ça augmente les risques de diabète et de maladies cardiovasculaires. C'est une mobilisation qui est repartie de plus belle. Là. Vous la connaissez comme moi, c'est dans ma circonscription par la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles qui se veut très mobilisée là-dessus. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Vous, comme ministre de la Santé, vous apprenez qu'un Québécois sur 3 ne voit pas le dentiste. Ça doit vous préoccuper quand même. Bien, c'est extrêmement préoccupant, effectivement. Puis on le sait, là, au Québec, les soins dentaires sont dispensés en grande majorité par des cliniques privées. Puis il y a plusieurs régimes. Donc, certains ont des régimes privés, mais c'est loin d'être la grande majorité des régimes qui couvrent les soins dentaires. J'en suis tout à fait consciente. Il y a le programme fédéral là, qui a été mis en place il y a 1 an et demi, 2 ans, puis c'était par groupe d'âge aussi. Alors, donc ça vient certainement aider. Il faut continuer de rendre ces services-là disponibles. Les gens qui sont sous l'aide sociale ont accès aux soins dentaires. Certaines personnes qui ont des maladies chroniques qui sont dans des programmes de prévention. Il y a des soins dentaires qui sont donnés en CHSLD public depuis au moment de la pandémie, où on a mis en place la politique d'hébergement. On a ajouté dans les CHSLD des hygiénistes dentaires. Donc, pour les soins d'hygiène notamment. Il y a des services de dentisterie qui sont donnés en CHSLD par les dentistes là, qui vont dans les différents CHSLD. Mais c'est vrai que pour la population générale, il y a pas de programme au moment où on se parle. Un programme québécois, c'est vrai, il faut le dire, qui vient couvrir les soins dentaires. Alors, donc, c'est à regarder. Il y a même différentes fondations qui se mobilisent aussi pour soutenir les gens surtout qui n'ont pas les moyens. Les mineurs. Hein? Mais tout à fait. Les ordres, en fait, l'ordre des dentistes qui ont une fondation qui donne des services gratuits. Il y a des cliniques qui ont été mises en place pour les populations en situation d'itinérance, notamment du côté de l'hôpital Notre-Dame, où il y avait un partenariat avec l'Université de Montréal, puis la faculté de dentisterie qui est présent, qui donne pour les patients qui sont référés par des médecins qui sont à faible revenu ou des personnes en situation d'itinérance. Fait qu'il y a différentes initiatives comme ça pour venir en aide aux personnes vulnérables, mais il n'y a pas d'un programme là, qui vise l'ensemble du Québec pour les soins dentaires. On poursuit avec M. le député de Nelligan.